Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h, dans un instant le sommaire. La torture, l'usage excessif de la force des agents de la sécurité y font souvent recours pour réprimer certaines infractions. La compagnie mobile d'intervention et de la sécurité numéro 20 vient d'être accusée par des conducteurs de taxi. Ils disent avoir été battus et sur leur corps des séquelles sont visibles. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ce comportement des policiers indexés que leur commandant reconnaît en partie? Nous avons essayé d'obtenir des réponses. Au mois de juin prochain, il faudra s'attendre à une grève du syndicat des pharmaciens de Guinée. Les négociations avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique n'ont pas abouti. Les négociations achoppent sur la limitation du nombre de sociétés grossistes d'importation de produits. À suivre aussi le reportage grand format d'Alseni Bari et d'Ali Ouba sur l'inefficacité de l'administration guinéenne en ce mois de Ramadan. Les bureaux se vident à 13h, des travailleurs qui se précipitent pour entrer tôt alors qu'ils ne viennent généralement pas à l'heure. Pour quel résultat? Le constat de la rédaction à suivre. Merci d'être avec nous. La compagnie mobile d'intervention et de la sécurité numéro 20 a-t-elle commis des bavures? Des citoyens rencontrés ce mercredi ont dénoncé des méthodes de ces agents. Ils les auraient battus pour mauvais stationnement, mais aussi escroqué de l'argent. Nous avons rencontré ces citoyens. Ils sont au nombre de 3 personnes, mais nous avons aussi écouté le commandant de la CMIS numéro 20, Mamadou Saliouba, Aboubakar Din Kamara. Ils sont 3 parcours personnels ponctués par la même évidence. Tous disent être battus par des agents de la CMIS. J'ai reçu 35 coups. Je débarquais à cet endroit depuis plus d'1 an. Les agents m'ont dit j'ai reçu 50 coups et en ce temps-là, je ne pouvais pas m'asseoir. L'histoire commence avec Aboubakar Silla, chauffeur de taxi. Ce jour-là, il quittait la ville pour le kilomètre 36. Arrivé à la tannerie, il gare sa voiture et descend pour acheter du bissap pour la rupture. Il nous raconte la suite. Les agents sont montés dans mon véhicule. Ils disent que je suis mal garé. Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas de la police routière et donc on ne pouvait pas parler sur place. Il faut qu'on parte à leur base. Je leur ai dit non. Si j'ai commis une infraction, il faut faire un reçu, je vais m'acquitter. Les agents ont dit non. Ils m'ont envoyé à la base. Arrivé à la CMIS numéro 20, le ton monte. Les agents lui auraient demandé de leur donner tout ce qu'il avait sur lui. Il refuse, demande des reçus et menace de porter plainte contre les agents. Ce qu'il ne fallait pas dire. Ils m'ont fait entrer dans leur base. J'ai menacé de porter plainte contre eux. Ils ont eu peur. Ils m'ont ouvert la porte, menotté, et puis ils m'ont battu parce que, disent-ils, je parle trop. J'ai reçu 50 coups et en ce temps-là, je ne pouvais pas m'asseoir. Ce n'est pas tout. Les agents lui auraient fait payer 150 000 francs guinéens. Un jour inoubliable pour lui, tout comme pour Thierno Souleymane Bari, qui pour l'instant ne peut pas s'asseoir, frappé aux fesses. Son histoire à lui commence à Koloma Marché, à l'endroit où il avait l'habitude de garer, dit-il. je débarquais à cet endroit depuis plus d'1 an. Les agents m'ont dit que l'on ne débarque plus là-bas la nuit. Ils m'ont pris ma clé. Comme on se connaît, je leur ai dit de me libérer. Je ne savais pas qu'on ne débarque plus à cet endroit. Les agents m'ont dit qu'ils ne vont pas me pardonner. Ils ont fait monter ma moto dans leur pick-up. Un des leurs est venu me proposer de régler le problème sur place. Mais ils ont fini par arriver à la CMIS numéro 20. Et là-bas, tout ne s'est pas bien passé. Quand les agents m'ont envoyé à la CMIS, ils ne m'ont rien demandé. Ils m'ont fait entrer dans leur base, m'ont battu et m'ont pris mon argent. J'avais 1 081 000 francs guinéens. Les gens avec lesquels j'étais emprisonné me sont témoins, tout comme ceux qui m'ont confié l'argent, parce que c'est une somme collectée à l'occasion d'un baptême. Les agents m'ont retourné 460 000, ils ont pris les 630 000. Alia Bangoura dit lui aussi avoir perdu de l'argent. Il aurait été arrêté à la tannerie dans la circulation.
Il s'était demandé pourquoi et a trouvé la réponse à la CNIS numéro 20. Les agents m'ont administré 35 coups parce que selon eux, j'ai été trop insolent. Le soir, je leur ai demandé de me donner de l'eau à boire. J'étais à jeun en vain. J'ai demandé ensuite à ce qu'on m'envoie chez leur chef. Le lieutenant qui était là m'a dit que ce n'est pas son affaire, que c'est lui le chef. Il aurait payé 150 000 francs guinéens ce jour-là. Mais à la CNIS numéro 20, le commandant demande toutes ces informations. Il ne peut pas nous parler directement. Hors micro, il nous confie que seul Thierno Suleiman a été battu sur les lieux, et c'est parce qu'il se serait attaqué aux agents et aurait incité ses amis à s'en prendre aux forces de l'ordre. Et cette question, les CMIS doivent-elles intervenir dans le stationnement ou percevoir de l'argent issu de ce service? Une chose est sûre, c'est qu'elles sont chargées de maintenir l'ordre. Le stationnement relève de la police routière. Si vous êtes sur l'autoroute Fidel Castro entre le rond-point de Matoto et la tannerie, vous constaterez que des vendeuses de fruits ont pris d'assaut les bordures de route. Elles se plaignent du manque de place dans les marchés et demandent aux autorités de leur trouver un endroit où elles peuvent vendre. Malik Siangana Kamara, Alseni Kamara sont allés faire le constat. Les vendeuses de mangue du marché de Matoto trouvent refuge aux abords de l'axe Matoto-Tannerie pour écouler leurs marchandises. Selon elles, cet envahissement de l'autoroute est dû au manque de place à l'intérieur du marché. Nous n'avons pas du tout de place, c'est ce qui nous a fait venir au bord du caniveau. Là où on vendait avant, les lieux sont actuellement fermés par des murets. Personne ne nous a autorisé à nous installer ici. C'est par faute de place au marché Yengema que nous avons toutes les difficultés. Si on a un autre endroit propice, nous irons là-bas sans problème. Les fruits sont écoulés à l'intérieur des véhicules. Des véhicules stationnés sous des dallos, à peine construits par le ministère des Travaux publics pour servir de couverture au caniveau. Ces dames disent ne pas avoir le choix que de s'installer ici au risque d'enregistrer une énorme perte suite au non-écoulement de leurs fruits. Si les fruits ne sont pas achetés aujourd'hui, c'est une perte pour nous puisque ça va pourrir. C'est pourquoi nous faisons des va-et-vient pour le faire écouler. Malgré la construction des murets dans les marchés de la capitale pour empêcher les occupations anarchiques de la voirie publique, d'autres situations se présentent. Un constat fait par des citoyens. Ils appellent l'État à prendre ses responsabilités pour éviter le pire. Ce que moi je peux dire que l'État prenne ses dispositions. Si vous voyez que les femmes sont installées ici, c'est parce qu'elles n'ont pas de place. Le cas paraît comme ça là, on ne doit pas accepter que les gens s'assoient au bord de la route. Donc il faut qu'on va chercher une solution pour qu'on puisse dégager les gens par rapport à les accidents avec les petits problèmes. Avec la présence de ces vendeuses de fruits, le fond des caniveaux commence déjà à se bourrer d'ordures. Je vous le disais dans les titres, au centre-ville de Kaloum, l'administration encore moins efficace en ce mois de Ramadan. Les bureaux se vident à partir de 13h. Les travailleurs, dans leur majorité, viennent tardivement et rentrent très tôt. Un constat fait par nos reporters. Selon des citoyens rencontrés, cette situation s'explique par le fait de vouloir éviter les embouteillages récurrents dans la capitale. Alseni Bari Alouba propose ce grand format. Kaloum, centre des affaires. Il est 10h44. Ces travailleurs n'ont jusqu'à présent pas rallié leur service. Ces embouteillages en disent long sur le trajet parcouru. Mais au-delà, d'autres raisons expliquent leur retard. Le travail commence à 8h jusqu'à 16h30. Donc même si généralement c'est le sommet qui nous dépasse après le petit déjeuner à partir de 5h. Donc ou après la prière. Donc ce qu'on fait, si tu n'arrives pas à l'heure, fais tout possible pour pouvoir rentrer à l'heure. Ici, boutique, banque, administration, commerce, tout semble bien fonctionner. Mais dans l'administration, les responsables viennent tardivement et rentrent très tôt. Décidément, c'est compris par ce jeune venu régler des affaires. Que ce soit les responsables dans les bureaux, ou que ce soit les personnes qui viennent en tout cas pour leurs besoins dans ces bureaux-là, tout le monde vient en retard, quoi. Donc ça, je ne pense pas que ça impacte, quoi. C'est tout le monde, quoi. C'est tout le monde qui est affecté, donc ça ne joue pas assez d'impact, quoi. 12h45,
Les embouteillages se forment à nouveau. Les travailleurs sont de retour. Certains n'auront travaillé que 2 heures, pour le mieux 3 heures. Autant dire que le ramadan rime avec repos. Malgré tout, les structures privées ont pris des dispositions pour le mois saint. Les banques ferment à 14 heures. Vous savez, avec les dames mariées, ce n'est pas facile. Elles doivent rentrer pour aller préparer. Donc, il est nécessaire qu'elles rentrent à 13 heures. Ceux qui ne sont pas mariés, eux peuvent rester un peu. Dans les administrations aussi, il faut qu'on rentre, mais c'est épuisant. Et pourtant, aucune loi guinéenne ne prévoit de prendre une quelconque disposition pendant le mois de Ramadan. Fadi préconise des solutions. Pour être vraiment à l'heure au boulot, il faudrait que l'État puisse faire des échangeurs d'abord dans ce pays. Le deuxième point, c'est l'employabilité des jeunes. Ici, il y a trop de chômage. Il faut que ces jeunes, on puisse trouver des solutions pour ces jeunes-là, qui ne restent pas comme ça. Et le troisième point que nous sommes en train de voir aussi, le SMIC guinéen. Donc voilà, il faut vraiment augmenter. En ce qui concerne le plan de la circulation, nous partons à la rencontre du directeur central de la sécurité routière. Pour ce ramadan, les agents de police sont épaulés par les agents de la CMIS et les commissariats centraux urbains. Cependant, ils n'ont pas vocation de verbaliser les citoyens. À cela s'ajoutent d'autres mesures. Les gens qui vont quitter Kaloum, où se trouve le centre administratif, pour la route banlieue, au lieu de 14h30 des 2 voies, nous avons ramené ça à 13h30. Ensuite, au niveau de la corniche nord, en face de Ambroise Paris, il y a une bretelle qui est à droite. On oublie les gens d'emprunter cette voie qui va aboutir au niveau de l'hôtel Libéra. Les négociations entre le ministère de la Santé et le syndicat des pharmaciens de Guinée s'est soldé par un échec qui s'explique par le refus du ministre de la Santé d'appliquer les recommandations du chef de l'État sur la limitation du nombre de sociétés grossistes d'importation. Le syndicat des pharmaciens décide donc d'aller en grève à partir du mois de juin prochain si rien n'est fait. Mariam Fodé Camara, Amara Alexil. Tout est parti de la disparition d'un camion contenant de faux médicaments dans les locaux de Medicrime au mois de février dernier. La valeur de ces produits de 120 tonnes était estimée à 33 milliards de francs guinéens. Lors des pharmaciens avaient rencontré le 27 mars dernier le chef de l'État sur la question et à son tour a instruit le ministre de la Santé pour ouvrir une négociation autour de leurs préoccupations. Le secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens dit ne pas comprendre le comportement du ministère de la Santé qui refuse selon lui d'appliquer les instructions du président Alpha Condé. Nous ne sommes pas d'accord avec le ministère de la Santé aujourd'hui parce que quand le président nous a reçus, donc, il a instruit le ministre de la Santé de réduire le nombre de sociétés grossistes à 3 et de préparer l'équipe de répression qui allait commencer dans 48 heures à attaquer les différents marchés. Il y en a 42 marchés à Conakry. C'est ça qui tarde à venir. La réduction des sociétés grossistes d'importation à 3 est l'une des pommes de discorde entre le ministère de la Santé et le syndicat de l'Ordre des pharmaciens. Un point non négociable, précise le secrétaire général du syndicat de l'Ordre des pharmaciens. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec le ministère de la Santé puisque eux, à la place de 3, ils déploient une liste de 58 sociétés grossistes. Mais là, on ne peut pas s'entendre. La dernière réunion, tout ce qui a manqué, c'était de passer au coup de poing. Dans un ministère, c'était honteux. Et les agents d'un ministère de la Santé, ils sont mordicus derrière leurs chiffres. Ils veulent, eux, le président dit 3, eux, ils ont entendu 58 sociétés grossistes. On ne s'entendra pas sur ce point. L'Ordre des pharmaciens entend aller en grève à partir du mois de juin. Mais bien avant, il compte convoquer une assemblée générale pour définir la date et les contours de leur grève. Les députés du groupe parlementaire des libéraux démocrates s'opposent à toute idée de révision du code électoral avant l'installation des conseils de quartier et régionaux. Ils se sont prononcés en faveur du chronogramme adopté par la majorité ce mercredi à l'hémicycle. Djibril Ba, Alcini Kamara. Les députés, au nombre de 74, ont présenté des projets de loi à examiner lors des prochaines rencontres. Parmi celles-ci, le code électoral
ce qui est de trop et inacceptable par le groupe des libéraux démocrates. Ils souhaitent d'abord l'installation des conseils de quartier et régionaux. Comment voulez-vous qu'on puisse encore revenir sur un code qu'on a voté il n'y a même pas 3 mois? Mais c'est triste quoi. On est avec ces gens de la mouvance, c'est comme si on était dans la jungle quoi. Pas seulement le code électoral qui crée la discorde. Il y a la charte des partis politiques, la loi sur la CENI. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de test. Tout ce que vous entendez là, c'est dans l'imagination du président du groupe parlementaire LP Jacques Cassel et dans leur tête. En fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas capables de s'asseoir et écrire. Ce vote favorable à la majorité réjouit cet élu. La loi n'est pas rétroactive. Les élections qui ont eu lieu en 2018, là, les élections locales, quel que soit ce qu'on pourrait apporter comme modification dans le code électoral actuel, cela n'aura pas un effet rétroactif sur déjà ce qui est fait. Voilà qui relance le débat dans les jours à venir. Les politiques, encore une fois, ne cessent de surprendre. Inauguration ce mercredi à Banguya, dans la préfecture de Koya, du premier abattoir moderne de volailles en Guinée. C'est une initiative de Madina Dansoko à travers son entreprise Leila Sarl. Cette unité de traitement et de transformation du poulet a une capacité de production de 3000 volailles par jour. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a procédé à la coupure du ruban d'ouverture. Le coût de sa réalisation est de 3 milliards de francs guinéens. Idrissa Bari, Salifouli Fossissé. Bâti sur une superficie de 200 mètres carrés, ce premier abattoir de volailles a une capacité de production de 3000 poulets par jour, pourvoyant de l'emploi à 30 jeunes, dont 10% de femmes. Elle est portée par la structure Leila Sarl de Madina Dansoko qui donne les raisons qui ont conduit à la mise en place de cet abattoir moderne. À travers plusieurs voyages d'affaires dans la sous-région et sur d'autres continents, je me suis rendu compte que mon pays marquait un retard dans le secteur de l'élevage du poulet de chair. À la qualité du poulet de chair qui ne fait l'objet d'aucune contestation quant à sa qualité. Cette infrastructure, dont la réalisation a pris 8 mois, est composée d'une salle d'abattage et de traitement de la volaille, de 2 chambres froides et d'une salle de transformation de poulet en charcuterie. Pour le ministre de l'Élevage, la mise en place de cet abattoir, premier du genre en Guinée, s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État de transformer le secteur de l'élevage. Quand on sait qu'un abattoir permet de contrôler la qualité des viandes, de prévenir les dangers de l'abattage des animaux et de garantir la salubrité publique. Avec ce que nous voyons, nous savons désormais qu'en notre sein, la jeunesse a compris et que si elle se prend en charge, le rêve devient possible et l'État sera là. Selon le Premier ministre, l'industrie de la volaille est d'une importance de par ses vertus nutritionnelles, mais aussi dans la formation du PIB guinéen. Plus loin, Ibrahima Kassori Fofana précise que la consommation guinéenne en produits de volaille est à date estimée à 33 000 tonnes par an, alors que la production du pays est quasi nulle. Elle valorise la filière pour aider, encourager les producteurs à produire, aider et encourager les consommateurs à consommer sain. A précisé que la réalisation de cette unité d'abattage de volailles a coûté plus de 3 milliards de francs guinéens. Le chef du gouvernement invite d'autres opérateurs à emboîter le pas à Madina Dansoko pour développer davantage le secteur de l'élevage guinéen. La revue des programmes de l'assistance de l'USAID en Guinée, c'était ce lundi entre fonctionnaires et experts de l'USAID, des responsables des projets et programmes ainsi que les cadres des départements ministériels. De nouvelles orientations sont faites après un coup d'œil sur la gestion des financements précédents. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souri Souma. L'amélioration des conditions de la santé, la gouvernance démocratique sont des axes d'intervention de l'USAID en Guinée. Aider le pays à éviter la dépendance économique est aussi une priorité, ce qui n'empêche pas le rappel des financements précédents afin de tirer les leçons. Les États-Unis, à travers l'USAID, a investi 26 millions de dollars américains à notre bureau à Conakry et plusieurs millions de dollars en plus par le biais du programme financier de Washington, D.C.
Exposer les financements passés, expliquer leur utilité est un exercice auquel le gouvernement, à travers ses structures, est disposé à se soumettre. Cette journée permettra de faire une évaluation approfondie des projets et programmes financés par les États-Unis d'Amérique en vue de parvenir à une meilleure lisibilité des actions menées sur le terrain, tout en identifiant les contraintes et proposant les ajustements nécessaires pour une coopération dynamique et efficace entre les deux pays. Désormais, l'objectif de l'USAID et du gouvernement américain est de pousser la Guinée à être autonome et surtout éviter des dettes à vie. Et de renforcer sa capacité à être autonome. Notre coopération américaine ne jamais mène à l'endettement insoutenable, mais vers l'autonomie économique qui profite à tout le monde. Le département de la coopération caresse le rêve de voir un jour une Guinée où il fait bon vivre. Une gouvernance ouverte et responsable, un développement inclusif, incluant la société civile et tous les groupes sociaux, basé sur l'équité de genre, une politique économique qui promeut un climat sain des affaires, la promotion des femmes et l'employabilité des jeunes sont au cœur de nos priorités, ainsi que le renforcement des capacités dans tous ces domaines. Ce rêve est à notre portée, avec votre appui et l'appui de tous nos partenaires. Tenu ce mercredi à Kindia d'une rencontre sur l'appropriation de la plateforme SIGPIP, entendez Système intégré de gestion des investissements publics. Objectif, outiller les acteurs intervenant dans la gestion et le suivi des investissements en Guinée. La session est organisée par le ministère du Plan et du Développement économique avec l'appui des partenaires au développement comme le PNUD et la BAD. Compte rendu, Mamadou Boye Diallo. Cette rencontre est axée sur l'appropriation de la plateforme SIGPIP, Système intégré de gestion des investissements publics. Il s'agit pour les participants venus des départements sectoriels de s'approprier de cet outil qui va désormais résorber l'épineuse question sur le suivi et évaluation des projets en Guinée. Contribuer à l'opérationnalisation d'un outil important que nous mettons à leur disposition qui va faire la gestion de tout ce qui est investissement public en Guinée. Il s'agit en outre de les aider à acquérir des connaissances à la fois théoriques et pratiques sur l'utilisation de cet outil important. Durant la session, des modules comme l'élaboration logique axée sur les résultats, le cycle des projets de développement, la gestion des risques ou encore la passation des marchés seront abordés. Pour ce participant, la plateforme produit déjà des résultats. Avant, les initiateurs des projets étaient obligés de mettre tous les projets sur papier et avec la lourdeur administrative, le transfert des projets d'une direction à une autre ou bien d'un département ministériel à un autre posait assez de difficultés. Mais maintenant, avec cette plateforme, il est très facile maintenant de transmettre ces plateformes via Internet. Les partenaires au développement accordent une importance capitale sur le suivi et évaluation des projets qu'ils financent, notamment la plateforme SIGPIP. Il faudrait que les investissements publics qui sont réalisés répondent aux préoccupations des populations à la base et que, dans un souci de transparence et de redevabilité, que ces investissements effectivement puissent être suivis. À travers cette rencontre, le ministère du Plan et du Développement économique entend poursuivre les réformes visant une meilleure gestion et suivi des investissements publics en Guinée. Le premier forum économique de la Guinée au Canada s'est tenu en avril dernier à Longueuil, dans la banlieue sud montréalaise au Québec, un événement économique majeur qui a vu la présence de plusieurs personnalités du Canada et de la Guinée. Vu l'évolution de l'environnement des affaires en Guinée, ces dernières années, plusieurs mesures ont été mises en place par le gouvernement pour stimuler l'investissement étranger en sol guinéen. On suit successivement les ministres de l'Agriculture et des investissements publics-privés. Là, je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de répondre à l'appel. Donc, ce qui montre que notre pays attire. Le Canada est un grand pays avec beaucoup de capacités. Et je pense que les secteurs qui ont été choisis pour ce forum, que sont l'agriculture, que la formation, l'énergie et les mines, sont des secteurs dans lesquels les Canadiens sont à la pointe. Et je pense qu'il y a de belles perspectives de collaboration entre les deux pays.
Ce forum organisé par l'Association des Guinéens du Canada et l'ambassade de Guinée se tient dans un contexte marqué par la volonté de transformation structurelle de notre économie et d'accélération de l'émergence de la Guinée, portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le secteur agricole est l'un des secteurs qui offre le plus d'opportunités pour accélérer la croissance économique de la Guinée. La 7e réunion du comité de pilotage du projet de renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent s'est ouverte ce mercredi à Conakry. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Ouminatou Sidibé, Yacouba Traoré. Cette 7e réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de projets de lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme en Afrique de l'Ouest Samoa. L'objectif du projet, c'est d'entraver les criminels de poursuivre leurs actions. Alors nous avons apporté le financement de ce projet à hauteur d'1,8 million d'euros, mais qui s'inscrit dans une coopération sur la durée, puisque nous avons déjà eu un précédent projet et nous avons maintenant un nouveau projet qui a démarré très récemment et qui lui par contre est de l'ordre de 8 millions d'euros. Donc nous avons plus que doublé, presque triplé en fait notre financement à la lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Le projet est à sa fin. Il est question de tirer des leçons et d'évaluer ce qui est accompli et de se pencher sur les perspectives. C'est un projet qui a pour objet de renforcer les capacités des acteurs dédiés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en l'occurrence les cellules de renseignement financier et les agences en charge d'enquête, de poursuites et de répression de blanchiment de capitaux. Avec ce financement, l'Union européenne réitère son appui à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Selon l'évaluation que nous avons faite, le projet est exécuté à hauteur de 78% et nous pensons que les activités résiduelles qui vont se dérouler dans les 3 mois de rallonge pourront augmenter davantage ce taux d'exécution. Et je tiens, à travers votre tribune, à remercier sincèrement l'Union européenne pour l'appui qu'elle nous a apporté dans le cadre de ce projet et surtout pour le nouveau projet dont le JABA a bénéficié avec ses États membres à hauteur de 8 millions d'euros. Ce projet concerne tous les États membres de la CEDEAO. Bientôt les grandes pluies et en Guinée, on est habitué aux inondations pendant cette saison. Des inondations pour la plupart évitables. C'est pour justement limiter les dégâts que le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a initié une rencontre ce mercredi avec les différents maires de Conakry. L'objectif est de décliner des stratégies pour parer aux dégâts matériels et pertes en vie humaine enregistrées lors de la saison pluvieuse. À l'occasion de cette rencontre, Ibrahima Kourouma a réitéré sa ferme détermination à déloger les citoyens de la décharge de Dar es Salaam dès la semaine prochaine. Alciene Bari, Yacouba Traoré. Des pertes en vies humaines, des inondations qui se traduisent parfois par des dégâts matériels importants ou encore des ordures qui noircissent la capitale. Autant de points néfastes que subit la ville de Conakry en saison pluvieuse. Pour pallier ce problème récurrent, le ministère de la Ville veut prendre le taureau par les cornes en rencontrant les différents maires de Conakry. D'abord, il sera question de sensibiliser, ensuite procéder au déguerpissement. Nous ne souhaiterons pas faire ces actions dans les différentes communes, dans les différents quartiers sans que les élus locaux ne soient impliqués. Donc nous avons décidé, et là avec l'accord je profite pour remercier le ministre de l'administration du territoire, le gouverneur qui naturellement se sont mis à notre disposition pour que les différents maires soient convoqués, invités plutôt, pour que nous échangions sur les points critiques parce que ces points critiques sont dans les quartiers et qu'ensemble nous essayons de voir les mesures, les dispositions à prendre pour que ces points critiques soient dégagés avant la grande pluie. La synergie entre gouvernement et autorités locales s'avère donc être fondamentale pour mener à bien ce combat. L'initiative est saluée par les maires, une première. Pour moi, c'est vraiment une satisfaction. Il a sollicité que pour faire ces travaux, il faut qu'il soit en synergie avec les maires élus. Non seulement aller identifier des points critiques pour éviter que les paisibles citoyens soient victimes de prochaines inondations, et faire en sorte que les anciens points critiques
qui ont été déguerpis soient vérifiés si toutefois les gens n'ont pas occupé anarchiquement ces endroits. Ce cadre de concertation devra s'étendre à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le ministre de la Ville a annoncé que les opérations de déguerpissement des riverains de la décharge de Dar es Salaam seront effectives dès la semaine prochaine. Troisième mandat, un sujet largement débattu en Guinée, c'est politique, mais le monde de la culture, notamment la musique, se trouve fortement affecté. Deux camps, le premier pour le troisième mandat et le second contre. Des artistes comme Oudi Premier feraient partie du premier lot. On l'accuse d'avoir défendu ce projet lors d'un événement organisé par la mouvance Akindia. Sa réponse, c'est dans ce reportage de Mohamed Valek Touré et de Lamine Silla. Sur les réseaux sociaux ces derniers temps, les clashs ont éclaté entre quelques artistes guinéens, en l'occurrence Oudi Premier et plusieurs autres membres ou proches du Front National pour la défense de la Constitution. Les attaques verbales portent toutes sur une éventuelle modification de la Constitution et des campagnes en cours. Oudi Premier soutient-il le changement de la Constitution? Loin de ce qu'il a pu dire sur les réseaux sociaux, il répond ici. Jusqu'à preuve de contraire, moi je n'ai pas entendu le président Alpha Condé parler ni de troisième mandat, ni de quoi que ce soit. Je pense que vous êtes aussi d'accord avec moi. Donc je pense qu'à un certain niveau, les gens ils vont un peu trop vite en besoin. Moi, après j'ai ma manière de voir les choses, j'ai la manière de réfléchir. Mais quand je vous dis, après je comprends tout un chacun. Parce que pour moi, la liberté d'expression, elle existe. Donc les gens, ils sont libres de s'exprimer. Après moi, la politique, je vous dis encore, je ne maîtrise rien dedans. Si je vous dis que je connais quelque chose en politique, c'est faux. C'était à l'occasion de la mobilisation en faveur de la modification de la Constitution au stade de Kindia, Oudi Premier et d'autres vedettes de la musique guinéenne ont presté en présence du chef de l'État. Le collectif des artistes du FNDC trouve complice des pro-troisième mandat. Des artistes membres du FNDC qu'on appelle le collectif ATO, dans son ensemble, condamne ce comportement d'Oudi Premier. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'empêcher un coup d'État constitutionnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Un coup d'État civil pour changer la Constitution au profit d'un seul homme et d'un clan. Alors, tous ceux qui vont se retrouver sur un podium à un moment donné avec ces gens-là, qu'ils fassent la promotion ou pas, à partir du moment où ils donnent sa voix en tant qu'artiste pour rendre belle la fête, la pseudo-fête, pour nous, vous êtes complices. Voilà, c'est pour ça que dans l'ensemble, nous condamnons ce comportement. Et je pense qu'un artiste, il doit être, surtout qui se fait appeler artiste du peuple, doit être auprès du peuple dans les moments les plus difficiles, pas auprès des plus puissants. Pas un crime de répondre à l'invitation du président de la République, mais l'attitude affichée serait inquiétante selon Bulle des Sam. La modification de la Constitution est un travail qui ne va jamais aboutir. Déjà, le FNDC dit veiller de près. Oudi Premier reconnaît avoir été à Kindia sur invitation du président de la République, mais jamais ils n'ont débattu du changement de la Constitution. Le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a reçu ce mercredi 5 fédérations médaillées à l'international et une association d'haltérophilie qui a compéti en Guinée. Il était question de féliciter et d'encourager ces gagnants pour leur engagement et leur réitérer surtout les soutiens qui seront matérialisés par des accompagnements. Abdourahmane Ba, Lamine Silla. 17 médailles au total que viennent de comptabiliser 5 disciplines sportives dans les compétitions internationales. À tour de rôle, l'équipe du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a reçu le comité spécial olympique et paralympique, la lutte et le judo, la boxe et celle du karaté. Je suis un directeur fier et surtout content des résultats obtenus par ces fédérations qui se battent avec peu de moyens, avec peu de soutien, mais comme dirait l'autre, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc ces fédérations sont rentrées avec ces médailles. C'est une fierté pour notre direction et notre département aussi. Malgré ces prouesses réalisées, ces disciplines sportives sont souvent classées au dernier plan. Une dure réalité que voudrait remédier le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Nos portes sont grandement ouvertes. N'hésitez pas de rencontrer Kabassa. Kabassa est là pour vous. Nous,
nous ferons face à toutes les disciplines sportives. Comme je le dis, c'est le ministère des Sports. Nous refuserons que les gens nous tirent derrière une seule discipline. Nous refuserons. D'ailleurs, les critiques là, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Toutes ces fédérations sportives qui ont reçu les encouragements ont formulé des doléances. Et les responsables du département promettent des accompagnements. Nous allons avoir de l'aide du gouvernement pour pouvoir appuyer ces différents athlètes. Et vous avez constaté dans les différents discours du ministre, il a pris l'engagement d'accompagner ces fédérations dans les prochaines compétitions. Et ça va commencer les prochains mois. Aujourd'hui, le sport a tendance à se résumer au football. Le ministre de tutelle promet de changer la donne. C'est une bonne nouvelle pour les usagers de motos en Guinée. La société africaine Auto-Industrie indienne a lancé ce mercredi les nouveaux produits de marque Bajaj de haut de gamme, des nouveaux arrivages pour permettre aux clients d'avoir des engins propres et performants. Reportage Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. De nouveaux engins disponibles chez Bajaj Motorcycle. Champion des routes difficiles, voici le Boxer X125, une marque référence indienne qui entend s'implanter en Guinée pour le bonheur de ses clients. Bajaj Motorcycle, c'est une société indienne qui est reconnue à travers le monde et à travers l'Afrique. Bajaj Motorcycle est une entreprise qui vend les motos indiennes, de marque indienne, reconnues à travers toute l'Afrique. Voilà, nous sommes numéro 1 dans plusieurs pays à travers nos motos, parce que c'est des bonnes motos. Résistant, ces motos défient les voies les plus dégradées et boueuses. La marque Bajaj est reconnue par la puissance de ses moteurs, économiques en termes de carburant avec des prix variés. Les petits modèles sont vendus à 6 100 000 francs guinéens, des X125 qui coûtent 6 915 000 et d'autres marques qui sont à 7 490 000 francs guinéens. Nous avons les Discover qui coûtent à 8 830 000, les Pulsar qui coûtent à... Les Pulsar, c'est des grosses motos à 2 bougies, 180 qui coûtent à 14 310 000. Le moteur est très puissant, garanti, de marque indienne, pas de la chinoiserie, de marque indienne, qui peut circuler à travers tout le pays. Des gammes d'huile pour permettre de protéger les moteurs des engins en les rendant plus performants. Le lancement de ces produits destinés aux motocycles répond aux soucis de l'entreprise au plus près des clients et dans la satisfaction continue de ces derniers. Et c'est la fin de ce 22h. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à la rédaction, mais aussi à l'équipe technique. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.